Je vais vous lire un extrait tiré de mon roman Opaque, les aubes de l'espoir. Note 17, discours de Tijan. Ayant mis la main sur un porte-voix portable qu'un membre de l'opposition utilisait pour haranguer la foule, Tijan se positionna sur un mur de l'autre côté de la rue et cria « Jean de Port-au-Prince, je m'appelle Jean-Baptiste Villeneuve-Merci-Dieu. Cela fait longtemps que nous, étudiants de l'université, avons commencé la lutte visant à renverser ce gouvernement corrompu et criminel. Maintenant, à cause de vous, pour vous et avec vous, les gens, nous pouvons fièrement dire que nous sommes prêts d'accomplir ce rêve qui nous a glissé entre les doigts plus d'une fois. Je dois avouer que quelques-uns d'entre nous étudiants commençaient à penser que la tâche était impossible. C'est vrai, approuvèrent les étudiants à l'unisson. Tijan ajouta, une fois ce gouvernement qui attise la famine éliminée, après que nous ayons vaincu ce système qui nous habille de la nudité des cons, nous, notre véritable bataille doit être contre la pauvreté, celle de l'esprit par l'éducation, celle du cœur par la coopérativité et celle du corps par le travail. Oui, c'est vrai, répondit la foule, accrochée au souffle de ses mots et aux palpitations de son cœur. Haïti, notre mère, continua-t-il, se trouve maintenant en ruine physiquement, mais politiquement, elle est morte. La puanteur de son cadavre a atteint des contrées lointaines. Nous sommes devenus la nausée aux yeux du monde. N'est-il pas vrai? Oui, brave homme, prêche-leur la vérité, une voix dans la foule s'écria. Il est un spécimen très rare, l'haïtien, qui ne hait pas ce président. En est-il un encore vivant? J'aimerais bien le voir. Nous avons tous souffert de la même misère abjecte et insolente, de la même pauvreté obscène et insultante. Maintenant, ce sont nos droits, ces droits les plus chers de tous les peuples, de vivre libre et de mourir en toute dignité. L'un des véritables droits qui ne nous seront jamais enlevés sera celui que je tiens le plus proche de mon cœur, le droit de mépriser ces politiciens corrompus et corrupteurs, de les haïr et de vouloir leur mort. Pour eux, ils faisaient leur devoir en gardant notre pays dans la plus déshumanisante pauvreté. Je me suis révolté contre eux à cause des jeunes analphabètes et des mères incapables de nourrir leurs enfants. Si mon père, un bon pasteur chrétien, se tenait ici près de moi, il aurait plaidé la cause de Dieu et voudrait que je pardonne au général ses crimes crapuleux. Si c'est vrai qu'un Dieu de grâce veuille qu'on pardonne les pires offenses, j'aimerais qu'on m'indique par quels moyens trouver la justice. Je demanderai à mon père, pourquoi? Est-ce à dire que nous devons pardonner aux chiens qui mordent, blessent et tuent un enfant? Je crois que nous devons alors pardonner un cochon du fait qu'il soit laid et qu'il se baigne dans la boue. Ainsi, je ne peux pardonner à ces Haïtiens qui haïssent Haïti. Je suis désolé. Je ne peux pas continuer à tourner l'autre joue
Nous avons été giflés assez de fois par ces hommes de l'armée et les politiciens qui battent leurs ailes de vampires en plein jour et se saoulent du sang de la jeunesse. Pères et mères de famille, à vous de protéger vos fils et vos filles. C'est nous, vos plus grands rêves. Nous sommes les plus belles aspirations que vous n'ayez jamais eues. Ici, dans ce pays, nous avons fait un art de la chasse aux sorciers. C'est devenu pour nous une science de passer à l'infinitif toute femme que nous accusons de sorcellerie. Il est temps de commencer à chercher nos ennemis aux bons endroits. S'il vous plaît, pas dans les petites cabanes où une vieille veuve au profil étrange continue lentement son misérable voyage dans cette vie. Cessez, je vous en prie, de voir les Montfort, les Péristyles comme des lieux où poussent les racines des maux de ce pays. Mes amis, allez dans le palais, dans les ministères, dans les bureaux publics. C'est là que vous trouverez les vrais sorciers et sorcières, friands du sang de la jeunesse, qui se gavent de notre avenir et piétinent nos idéaux les plus chers. Nous, les braves jeunes de la nouvelle Haïti, nous irons les chercher. Allons les prendre et leur faire voir la couleur de leur sang. Que voulons-nous? Qui ça nous voulait? Justice, justice. Que voulez-vous? Qui ça nous voulait? Justice, justice. La justice, c'est le sang dans nos veines et la foi dans notre âme. C'est l'air que nous voulons respirer et la vie que nous voulons tous avoir. Sans la justice, nous ne sommes qu'un tas de zombies morts enchaînés sur la plantation d'Haïti. Aucun avenir, aucun espoir. Sans justice, nous sommes, sans justice, non, morts, mourir. Sans justice, nous sommes, sans justice, nous, morts, mourir. À ces mots, Tijan commença à chanter. C'est non jeunesse étudiante, c'est non les grands, non les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente, toujours en avant nous irons, la tête altière, héros, les fronts. La foule, déjà électrisée par le discours de Tijan, devint rouge de colère. Elle vibrait de vengeance. Un autre groupe d'ardents protestataires se mit alors à chanter plus fort. « On marche et prend yo aujourd'hui, on marche et prend yo. Allons les capturer aujourd'hui même, allons les capturer. » Au milieu de cette cacophonie à l'image du pays, et par une soudaine métamorphose, Rodrigue se convertit alors en major-jean du groupe. Comme il aurait pu le faire dans son patelin d'ânerie, il se mit à circuler parmi le peuple en liesse, comme si soudain il se trouvait à la tête d'une bande de raras chantant et dansant. Il les encourageait à chanter et à danser de la force la plus sincère de leur voix. En un rien de temps, une gigantesque chorale se forma. L'hymne des patriotes conviait le peuple en son entier à l'action. La ville sur ses genoux, dans son bassin humide, devant le golfe, scandait à écho répété ses cris de révolte et contre les uns et contre les autres, dans la chaleur du brasier qui naissait à midi au bord de mer. Rodrigue, lui, était trempé de sueur dans ses pirouettes.
les yeux rouges de la force transformatrice d'une possession surnaturelle par Ogu, le roi de la guerre, il décida alors de faire quelque chose de complètement fou. Il marcha d'un air résolu vers la barrière en fer forgé de l'ambassade, ne se rendant même pas compte qu'il bousculait sur son passage ses propres partisans. Debout devant la barrière, il l'empoigna de ses deux mains, la secoua, l'examina. Des gardes de sécurité à l'intérieur, armes au poing, suivaient ses moindres mouvements. D'autres regardaient à travers les fenêtres en verre. Ils auraient pu tirer sur lui. Heureusement qu'ils n'étaient pas assez dingues pour signer leur propre arrêt de mort. La présence des soldats ne le dissuada pas. Après tout, l'ignorance de la jeunesse l'avait amené à croire qu'il avait hérité du don mystique de son aïeul Macandal. Il croyait qu'il était invulnérable et qu'aucune balle ne pourrait l'atteindre. Ceux de la foule qui chantaient avec lui et suivaient ses mouvements eurent une intuition, on dirait, magique de ses intentions, inspirées par la musique. Tels des automates répondant aux commandes de l'action, après avoir uni leur voix à la sienne, ils unirent leur cœur au sien. Le portail, cette masse de fer, était le seul obstacle qui campait entre eux et leurs rêves, pour eux, de liberté, et qui tenait sous coupe réglée leur passion animale de meurtre et de destruction. C'était l'unique montagne entre eux et leur Canaan. Ils étaient à peu près une cinquantaine, d'après certains. D'autres ont juré sur la tête de leur propre mère que c'était la foule entière qui suivit Rodrigue jusqu'à l'imposante ferraille. Celle-ci ne cédait point à leurs plus farouches assauts. Tijan était le leader, virtuose des mots, jeune homme au charisme des Salidiens, qui de sa bouche pouvait mettre une ville à feu et à sang, feu de gaillac brûlant, prêt à incinérer la nation pour atteindre ses objectifs. Rodrigue, son second, avait un rôle non moins important dans cette lutte, combien urgent à leurs yeux et à ceux de la grande majorité du peuple. C'était Rodrigue, le capitaine du navire, le centaure superbe lié à son cheval. C'était lui, Rodrigue, le meneur, le conducteur de la foule. Il tenait ferme les rênes des autres coursiers sauvages qui ne demandaient qu'une seule chose, la tête de l'intrus au nid de tous, qui semblait se barricader derrière les murs en paille face à cette foule superbe de l'ambassade. Nos nouveaux cacos s'en prirent aux fissures qui trahissaient la faiblesse du fer. Les gonds cédaient déjà à la violence du temps. Une dizaine de manifestants commença à gratter des deux côtés du mur poreux avec tout objet pointu qu'ils pouvaient trouver. Ongles, clous, cailloux, tessons de bouteilles, etc., afin de libérer les quelques barres encore fidèles à la résistance du pouvoir et qui faisaient de leur mieux pour tenir les deux extrémités de la ferraille sur leur socle léthargique. Un avertissement verbal de la part des gardes n'eut point d'effet. Aucun recul, pas même d'un poilième. Un deuxième avertissement, suivi d'une menace de tir, rien. Seul un tir à blanc d'un fusil attira leur attention. Mais là encore, la panique qui s'ensuivit ne fut que de courte durée et se limita à l'arrière-garde parmi ceux qui se tenaient dans la rue. Ils se rendirent rapidement compte que c'était une fausse alarme et se regroupèrent devant l'ambassade comme si de rien n'était.
Ceux qui s'acharnaient contre la barrière en firent fi et continuèrent leur courageuse besogne. Interprétant ces avertissements et le tir à balles blanches comme un signe de faiblesse de la part des gardes, la foule, plus solide qu'un roc, se pressa vers l'avant. Les gratteurs de murs et Rodrigue se retrouvèrent alors dangereusement coincés contre le béton et les barres de fer. À peine pouvaient-ils respirer. C'est à ce moment que, rassemblant toutes ses forces et gonflant ses bras montés de tous les lois du panthéon haïtien, Rodrigue se créa un espace pour accomplir un acte fabuleux, un mouvement gigantesque